On retrouve à présent l'histoire des Juifs de France sur Radio J, toujours en compagnie, comme tous les jours, de Christophe Dard. Alors, dans le précédent numéro, Christophe, nous avons évoqué Alfred Dreyfus avant le déclenchement de l'affaire en 1894. Eh bien, aujourd'hui, nous entrons dans l'affaire elle-même, avec ses détails, ses multiples rebondissements, 12 années qui vont fracturer la société française. Nous vous raconterons tout cela, d'ailleurs, en plusieurs épisodes. Tout commence à l'automne 1894. Mais comme nous avons l'habitude de le faire dans cette chronique, eh bien, parlons d'abord du contexte. La Troisième République traverse alors un certain nombre de crises depuis plusieurs années. En effet, il y a d'abord le traumatisme de la guerre de 1870 qui reste profond dans la société et qui nourrit un important sentiment de revanche contre l'Allemagne chez certains. Dans les rangs nationalistes, beaucoup estiment qu'un homme fort, providentiel, peut mettre fin à une république jugée faible, prendre le pouvoir, rétablir la France et combattre la puissante Allemagne. C'est ce qui va se passer avec le boulangisme, mais qui sera un mouvement éphémère. Son chef, le général Boulanger, renonçant au dernier moment à tenter un coup d'État. Il y a aussi, on en a parlé également, le scandale de Panama, cette gigantesque escroquerie qui mêle financiers, personnalités politiques et journalistes et qui s'inscrit de manière plus générale dans une série d'affaires politico-financières. Et puis il y a aussi la menace anarchiste, et ça aussi c'est pas rien, depuis plusieurs années, des agressions dites de bourgeois, d'explosions dans des lieux divers, postes de police, commissariats, domiciles de magistrats, des bourses, des églises, des cafés, des restaurants et même l'Assemblée nationale le 9 décembre 1893 et quelques mois plus tard, eh bien, le point culminant, on peut dire, est atteint puisque le président de la République, Sadi Carnot, est assassiné par un anarchiste italien, Caserio. Des lois dites scélérates sont promulguées pour lutter contre le mouvement anarchiste. Autre élément de contexte à prendre en compte avant le déclenchement de l'affaire Dreyfus, c'est un antisémitisme important et notamment dans l'armée. Le nationalisme et la germanophobie, effectivement, qui s'accompagnent d'une haine des Juifs alimentée au quotidien par Drummond dans la libre parole. Dans l'armée, les Juifs sont écartés des postes à responsabilité, toujours moins bien notés par leur hiérarchie que les autres militaires, alors qu'entamer une carrière dans l'armée était justement un moyen de promotion sociale, d'intégration, surtout pour ceux qui avaient quitté l'Allemagne pour s'installer en France, comme Dreyfus. Et une fois de plus, la libre parole joue un rôle important dans cet antisémitisme au sein de l'armée, puisque ce journal publie 2 articles en mai 1892 intitulés « Les Juifs dans l'armée », s'estimant diffamé à juste titre que le capitaine Crémieux Foa du 8e dragon de Meaux provoque Drummond en duel. Cette campagne des Juifs, de haine des Juifs dans l'armée orchestrée par la libre parole, qui va même prendre une tournure dramatique le 23 juin 1892. Ce jour-là, un officier juif français, Armand Mayer, capitaine du génie, attaché à l'école polytechnique, meurt en duel face au marquis de Morès, qui travaille justement à la libre parole de Morès, sera acquitté quelques semaines plus tard. Les Juifs sont donc mal vus, on l'a compris, dans l'armée à cette époque, lorsque le 27 septembre 1894, le service de contre-espionnage français reçoit une lettre déchirée en 6 morceaux, non signés, non datés, adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne à Paris, ce que l'on va bientôt appeler le bordereau établi. Donc des documents militaires confidentiels sont sur le point d'être transmis à une puissance étrangère. Cette lettre avait été retrouvée dans une corbeille de l'ambassade d'Allemagne, remise au commandant Henri, chargé du contre-espionnage, un poste important, car le renseignement, c'est une activité très importante dans cette période où la France et l'Allemagne voient des espions absolument partout. Alors immédiatement, Henri fait parvenir le bordereau à la section de statistiques. En fait, c'est le service d'espionnage et de contre-espionnage du ministère de la Guerre, dirigé par le lieutenant-colonel Sander, un antisémite convaincu originaire de Mulhouse, tout comme Dreyfus d'ailleurs. La découverte du bordereau monte jusqu'au sommet du ministère de la Guerre. Une enquête est découverte et aboutit à la conclusion suivante quelques jours plus tard. L'auteur du bordereau est un stagiaire d'état-major et artilleur. Des écritures sont comparées. Et même si l'enquête, Christophe, est pour le moins rapide, le coupable idéal est identifié, tout de suite trouvé. Il s'agit d'Alfred Dreyfus, selon eux, originaire d'Alsace, annexé par l'ennemi allemand depuis 1870 et juif. Alfred Dreyfus apparaît comme le traître parfait pour être l'auteur du bordereau. D'autant que Dreyfus est bien placé dans la hiérarchie militaire, ce qui en fait paradoxalement le rend suspect. Polytechnicien, artilleur, toujours bien noté, le seul officier juif à être passé par l'état-major général. Donc on peut penser qu'il a gravi tous ces échelons et que finalement en étant près du but, ça lui a permis davantage de trahir. Et puis les experts en écriture sont formels, celle d'Alfred Dreyfus ressemble bien à celle du bordereau. Je précise quand même que personne n'est expert en écriture à l'état-major, mais qu'importe, il faut un coupable et vite. Alors le 15 octobre 1894, Alfred Dreyfus se rend au ministère de la Guerre. Il est alors arrêté pour intelligence avec l'ennemi. Afin qu'il soit traduit devant un conseil de guerre, Dreyfus est incarcéré immédiatement à la prison du Cherche-Midi à Paris.
Et le jour même, l'appartement des Dreyfus est perquisitionné, mais les militaires à l'origine de l'arrestation sont déçus. Ils ne trouvent rien, alors qu'aucune preuve matérielle existe et surtout Dreyfus n'avoue pas ce dont on l'accuse. Quelques jours plus tard, le 29 octobre, c'est la libre parole de Drummond qui évoque pour la première fois l'affaire dans ses colonnes. C'est le point de départ d'une très violente campagne de presse jusqu'au procès qui va durer des années. Avant même le début du procès, plusieurs titres condamnent déjà Dreyfus sans la moindre preuve. On peut citer parmi ces titres le Gaulois, le Temps, le Figaro ou encore La Croix qui se revendique journal le plus antisémite de France à l'époque. Et oui, à l'époque. Alors l'instruction débute le 1er novembre et l'accusation a bien du mal à prouver en tout cas la culpabilité de Dreyfus. Et oui, en témoignent ces éléments matériels qui sont traités dans un seul paragraphe, tout à la fin du bien maigre dossier d'inscription. Je cite, les éléments matériels consistent en la lettre missive incriminée dont l'examen par la majorité des experts aussi bien que par nous et par les témoins qui l'ont vu a présenté, sauf dissemblance volontaire, une similitude complète avec l'écriture authentique du capitaine Dreyfus. Il faut savoir que dans ce dossier, il n'y a pas de témoignage direct, les experts se contredisent et pourtant, aussi maigre soit ce dossier, Dreyfus est renvoyé devant le premier conseil de guerre, mais finalement, vu l'absence de preuves, heureusement ou malheureusement, l'avocat de Dreyfus est très confiant. Le procès pour haute trahison du capitaine Dreyfus s'ouvre le 19 décembre 1894 à 13h à Paris, à huis clos. Le conseil de guerre compte 7 officiers qui sont à la fois juges et jurés. Et Dreyfus clame son innocence, mais des témoignages vont l'accabler, notamment et surtout le commandant Henry, chargé du contre-espionnage, découvreur du bordereau. Il soutient qu'une suspicion de fuite existait depuis le mois de février 1894 à propos d'une trahison à l'état-major et qu'une personne honorable accusait le capitaine Dreyfus. Alors bien sûr, vous imaginez Dreyfus, là, il est furieux, il s'énerve, il exige d'être confronté à cet accusateur anonyme. Évidemment, c'est refusé par l'état-major. Et puis, au moment où les 7 officiers délibèrent, l'innocence de Dreyfus semble donc évidente, mais alors que cela est interdit, la section de statistiques remet, et ça va beaucoup peser, au président du conseil de guerre un dossier secret qui contiendrait des documents accablants. Je dis contiendrait, car aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas ce qu'il y avait dedans, sans doute des pièces falsifiées, notamment une mystérieuse lettre de l'attaché militaire allemand von Schwarzkoppen à l'attaché militaire italien, un échange intercepté par la section de statistiques où, semblerait-il, Dreyfus est désigné par l'initiale de son nom, simplement une lettre qui peut faire la différence. Merci beaucoup Christophe pour cette première partie consacrée à l'affaire Dreyfus. Au prochain numéro, nous évoquerons la condamnation de l'officier et ses années en prison, alors qu'au même moment, la société va se diviser entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, avec notamment l'intervention de personnalités qui vont s'engager en faveur de Dreyfus.